Bienvenue pour cette sixième intervention. Euh, Maintenant, nous allons parler un petit peu solutions, croissance, en ce sens que nous allons parler du crowdfunding à la levée de fonds pour développer une idée entrepreneuriale. Donc la levée de fonds pour, transformer vos idées en réalité, il faut savoir qu'en 2023, ça pèse quand même près de 13 milliards d'euros en France, hein. On Ça se développe énormément. Il faut savoir qu'entre 2022 et 2023, ce mode de croissance, ce mode de financement, ça a connu près de 20 de croissance et je pense qu'on en est en réalité, qu'au début. Est-ce que vous saviez que 50 des startups françaises, elles ont été financées par du crowdfunding immobilier et elles ont réussi leur financement? C'est beaucoup. Je vais vous demander, avant de rentrer un petit peu dans le sujet, chacun d'entre vous, de vous présenter. Ne rentrez pas dans le sujet. On est là pour parler de vous, qui vous êtes, ce que vous faites, pendant 2 minutes et après on rentrera dans certaines thématiques. Christophe, je te laisse, prendre le relais. Merci William. Donc Christophe Allais, ton banquier à domicile sur les réseaux. Donc moi j'ai travaillé pendant 15 ans à la banque, j'ai occupé différents postes dans la banque de réseau. Donc conseiller clientèle, conseiller en gestion de patrimoine, chargé d'affaires pro, donc pour les entreprises. L'idée aujourd'hui c'est d'accompagner les gens sur le crédit. On sait que l'effet de levier du crédit est énorme. Aujourd'hui, sans financement, vous ne pouvez pas investir. Donc, vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier si vous n'arrivez pas à avoir du financement. Il existe beaucoup de solutions, comme les solutions alternatives qu'on va voir aujourd'hui, le crowdfunding ou la levée de fonds. Mais il existe aussi des possibilités d'obtenir des financements un peu plus traditionnels au travers des méthodes différentes que vous pourrez utiliser. Le but, c'est de vous accompagner et de vous donner un maximum d'informations sur cette partie-là. Donc, on va voir aujourd'hui comment on peut faire avec des solutions alternatives qui vont vous permettre de pouvoir réaliser vos projets. Encore une fois, voilà, si vous n'avez pas de financement, ça va être difficile d'investir. Donc vous avez plusieurs possibilités. On va faire le tour un peu de toutes les possibilités et on va voir qu'en 2025, il est encore possible de se faire financer aussi par les banques. Merci Christophe. Morgane, s'il te plaît? Morgane, 37 ans. Moi, j'ai travaillé dans l'immobilier d'entreprise avant un accident que j'ai eu il y a 12 ans maintenant. Je suis passé du coup par la phase de levée de fonds, par la phase de crowdfunding dans ma nouvelle activité qui est en rien en lien avec l'immobilier. Mais pour autant, je garde une passion pour l'immobilier, donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Bien sûr, super. Alors, on parle d'immobilier, on parle d'entrepreneuriat, au sens large, donc c'est vraiment, parfait. Mathieu? Mathieu, moi j'investis dans l'immobilier depuis maintenant 9 ans. C'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui et j'ai acheté, plein de choses en 9 ans diverses et variées. Je pourrais rentrer dans le détail, plus tard et à côté de ça, j'ai une activité professionnelle dans l'entreprise familiale. On a une boîte de promotion immobilière et il se trouve qu'on a été les premiers clients de certaines, plateformes de crowdfunding au moment où ça s'est lancé en France. On a financé beaucoup de projets en crowdfunding avec des levées de fonds, enfin nous on n'en revenait pas parce qu'on arrivait du monde bancaire avec des vraies difficultés à financer les opérations de promotion et on a pu voir des levées de fonds de 1 ou 2 millions d'euros en quelques minutes, ce qui est complètement, aberrant. Maintenant on s'y habitue mais c'est complètement fou et il y a très peu de temps, alors c'est pas du crowdfunding immobilier mais c'est du financement on va dire un peu alternatif. On a réalisé avec un associé une très belle opération de marchand de biens, pour lesquels on n'avait pas du tout les moyens et on a essayé le crowdfunding immobilier, mais on s'est dirigé vers une solution plus simple, c'est de trouver des associés, de monter le dossier, de faire passer des entretiens d'embauche d'associés, si je peux me permettre, s'ils me regardent, ils m'en voudront pas trop. Et je pars aujourd'hui du principe qu'en fait, toute opération rentable, alors c'est surtout vrai dans le marchand de biens, un petit peu moins dans le locatif, c'est plus compliqué, toute opération rentable peut trouver un financement, que ce soit de l'association, du crowdfunding ou de l'alternatif. Donc d'où l'idée d'en parler avec vous aujourd'hui. Bien sûr. Le l'introduction, hein, le mot-clé était solution et croissance, hein, et en fait, il y a plein de solutions qui existent et on va un petit peu en parler après. Bruno, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour, donc moi c'est Bruno, j'ai 35 ans, je suis en couple avec un enfant, un petit jeune garçon de 4 ans. J'ai commencé l'immobilier, j'avais 20 ans. J'ai rénové, j'ai revendu, j'ai recommencé. Et à l'âge de 26 ans, je me suis mis à la maison, construction, et j'ai fait la même chose 4 fois, en étant à côté de ça commercial. Et aujourd'hui, donc je suis nouveau franchisé de Rennes Compagnie à Gap. Et justement, tout ce qui est travaux clés en main, investissement locatif, et j'en passe, comme on va après en parler plus tard. Super, merci Bruno. Et enfin, Raphaël, le bon Raphaël, si vraiment il fallait le présenter, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que tu fais, qui tu es, et cetera, s'il te plaît? Yes, bonjour à tous, Raphaël. Alors, de mon côté, les levées de fonds, c'est plus orienté donc start-up, puisque aujourd'hui, on a un club d'investisseurs avec lesquels
On va investir dans des startups, principalement provenant des États-Unis et des pays émergents. Société technologique, donc à titre personnel, moi j'ai investi dans 88 startups et en fait on va lever des fonds pour les donner à ces startups en échange de parts. Donc là aussi bien différent de l'immobilier, mais autre modèle de levée de fonds en effet. Très, très intéressant. Merci, Raphaël. Alors, on va rentrer dans le premier sujet. Disons qu'on commence par le crowdfunding et puis on a considéré que la levée de fonds était peut-être le step encore d'après. Donc, on va commencer par le crowdfunding. C'est devenu une méthode populaire pour financer des projets, qu'ils soient innovants ou pas, même des projets conventionnels. Il a progressé de plus de 20%, ça je l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas vous refaire le fait que 50% des startups qui ont financé par du crowdfunding immobilier ont réussi à lever les fonds et à réussir leur projet. Comment avez-vous utilisé le crowdfunding financier sur vos projets, messieurs? Ce qui m'intéresserait dans un premier temps, c'est peut-être qu'on échange sur comment est-ce que vous avez structuré votre campagne de crowdfunding pour qu'elle soit un succès et quels défis majeurs vous avez eu à surmonter dans le cadre de la préparation de cette campagne. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet? Ouais, je veux bien essayer de partager un bout d'expérience. En fait, c'est vrai que le crowdfunding immobilier, il prend de plus en plus de place aujourd'hui et il faut dire qu'il apporte un vrai service. C'est qu'en fait, il est en train de faire le boulot des banques. Parce que je pense qu'on est très nombreux ici, désolé pour les anciens banquiers dans la salle, on est très nombreux ici à se rendre compte que dès qu'on a envie de financer un projet rentable dans lequel on a une conviction qui est hyper forte, le frein principal, bah, c'est notre banquier et on a, je pense, enfin, en tout cas moi c'est ma conviction et ma sensation par moment, de dire que la banque fait plus vraiment son boulot, qui est plus intéressée à nous vendre des alarmes ou des forfaits de téléphone que nous aider à suivre dans les projets entrepreneuriaux. Et du coup, merci à toutes les personnes qui ont créé les plateformes de crowdfunding qui permettent de nous aider à monter nos opérations et à se financer. Alors il faut admettre que ça coûte un peu cher en frais d'entrée, mais par contre en termes d'efficacité, de rapidité et de possibilités, c'est assez hallucinant. Et du coup, je vois que je me suis un peu éparpillé. J'ai perdu la question. C'est comment on structure les. Voilà, comment avez-vous structuré? Mais c'était très bien. En effet, c'est un coût, mais alors c'est soit un coût, soit un investissement. Et c'est qu'une question de terminologie. Si c'est le prix à payer pour accéder à ce fameux financement qui est le sésame pour porter un projet qui porte ses fruits au final, est-ce que c'est une dépense et c'est un investissement? Ça pourra faire l'objet d'un autre sujet. C'est pas celui-ci, mais bon, c'est un service qui prend le relais en effet bancaire qui freine un petit peu. Alors après, la banque, sans vouloir les défendre, elle gère le risque. Et derrière tout projet, il y a un risque. Voilà. Bon, on est là pour évoquer des solutions, les solutions, le crowdfunding immobilier, la levée de fonds auprès de grandes institutions, pour également parler de love money un petit peu. Puis je pense que c'est un sujet qui est sorti ce matin, c'est la complémentarité. Et donc ces sujets sont eux-mêmes complémentaires. On pourrait tout à fait caresser l'idée d'aller faire une levée de dette bancaire en finançant l'apport, par du crowdfunding immobilier ou de la love money. Certaines solutions, on peut faire 1 + 1 = 3. Il y a de la complémentarité aussi, non pas que dans les relations, mais dans les solutions. Je reviens simplement sur les questions, sans vouloir faire un verre sans en avoir l'air. C'est de savoir comment avez-vous structuré vos campagnes de crowdfunding et quels ont été les plus grands défis que vous avez eu à surmonter? En 2 mots, Morgane, peut-être? Ouais. Alors moi je suis dans le milieu de la tech en plus de l'immobilier, donc c'était il y a 9 ans déjà. L'effet waouh peut-être que vous avez dans l'immobilier aujourd'hui, nous c'était le cas il y a 9 ans dans la tech. On pensait qu'en passant par une plateforme presque sans se préparer, nous c'était Kickstarter la plateforme, donc c'est vraiment une plateforme américaine. On pensait qu'avec une belle vidéo et en arrivant avec notre beau projet, on allait lever beaucoup d'argent. Alors sur Kickstarter ça s'est plutôt bien passé pour nous. On a fait dans 2 fois, on l'a fait après sur une plateforme française, KissKissBankBank. Et ce qu'il ne faut pas minimiser, en fait, c'est la préparation qu'il y en a. Pour moi, aujourd'hui, la levée de fonds par le crowdfunding, c'est plutôt une communication. Ça permet de faire exploser les chiffres, mais en amont, il faut avoir une base de données, il faut avoir déjà des personnes qui sont prêtes à investir. Il y a des temporalités à respecter, ils nous les donnent bien quand on est accompagné justement sur des plateformes en France. Il y a 30% à arriver le premier jour, la première heure, même la première minute pour faire qu'il y ait un effet boule de neige. Tout ça, c'est bien structuré par les différentes plateformes. Mais moi, ce que je veux dire là, c'est que, au risque de paraître un peu négatif, mais plutôt objectif, il ne faut vraiment pas minimiser toute la préparation qui est en amont avant d'apporter en fait son dossier sur une plateforme. Et ça revient en fait à aller présenter un dossier à un banquier. Finalement, il y a quand même
des choses à faire. C'est pas si magique que je mets une photo sur un site internet et puis je récolte. Bien sûr, Christophe, Ouais. est-ce que tu peux un petit peu nous donner quelques tips, vraiment les 5 trucs qu'il faut absolument pas louper, vraiment les fondamentaux qui permettent de garantir le succès de sa levée de crowdfunding? Je rejoins Morgane et Mathieu sur ce qu'ils ont évoqué. En fait, c'est de la présentation, c'est comme un dossier de présentation bancaire. Donc en réalité, il faut se présenter comme un professionnel, avoir le projet qui est bien ficelé, la rentabilité, mettre en avant la rentabilité du projet, qui sont les hommes clés, les femmes clés du projet, quelle est leur expérience, tout ça, ça se prépare. Aujourd'hui, si vous ne préparez pas en amont vos financements et vos recherches de financement, que ce soit en crowdfunding ou au travers des banques, vous n'aurez pas de crédit et vous n'aurez pas de solution. Donc il faut vraiment se professionnaliser. On va arriver en 2025. Il faut avoir un dossier de présentation qui est complet. Donc il faut mettre en avant votre projet. Il faut savoir mettre en avant votre projet. Il faut savoir mettre en avant l'expérience que vous avez. Donc soit sur le projet en question, quels sont vos avantages? Par exemple, vous, chez Deren Company, c'est les travaux. Et ça, vous pouvez le mettre en avant. Donc il faut mettre en avant ces points d'expertise pour pouvoir se faire financer et se faire accompagner. Et encore une fois, comme disait Mathieu, c'est sûr que les banques, tu le disais aussi, c'est de la gestion de risque. Donc, il faut pouvoir mettre en avant les qualités que vous avez et puis que votre projet est un projet rentable. Sinon, on ne va pas vous financer. Okay. Raphaël, si tu veux bien nous indiquer un petit peu les plus grosses erreurs que tu peux noter sur le sujet et qu'il faut évidemment ne pas commettre pour maximiser les chances de convertir sa demande de crowdfunding, s'il te plaît. Alors nous, c'est de la levée de fonds plus que du crowdfunding. Nous, ce qu'on va regarder en priorité, c'est vraiment les fondateurs. C'est-à-dire que c'est vraiment le plus important, étant donné qu'on se positionne à des stages vraiment très early, comme on dit, en termes de levée de fonds. On est les premiers investisseurs, en fait, littéralement. Donc, à ce stade, la solution qui va être proposée peut à tout moment changer, ce qu'on appelle un pivot en startup. Donc, on sait que ce qu'on nous vend, entre guillemets, sur le pitch deck, ça va être potentiellement différent au bout d'une année, 2 ans, 3 ans. Donc, on regarde vraiment les fondateurs, qui est derrière le projet. C'est vraiment le plus important. Est-ce qu'ils tiennent la route? Est-ce qu'ils sont solides? Quel est leur background éducatif, professionnel? Est-ce qu'ils ont déjà monté des boîtes? Est-ce qu'ils ont déjà eu des événements à succès financier, des reventes, des choses comme ça? Donc vraiment, s'il y a un critère, nous, qu'on regarde, en tout cas, c'est vraiment le côté humain, le côté fondateur, la personne derrière le projet, pour être certain que peu importe les événements qu'elle va traverser, aussi difficiles soient-ils, surtout dans la vie d'une startup où tout est possible, ils puissent tenir la route et qu'ils aient les épaules, plus même que le projet finalement. Si on nous vend aujourd'hui une activité qui est plus la même dans 2 ans, c'est presque pas grave. Au contraire, même aux États-Unis, c'est presque quelque chose d'apprécié. Ok, merci beaucoup. Alors, c'était pas anodin que je t'envoie comme ça le ballon parce qu'on va justement glisser sur la levée de fonds. Et merci pour ton introduction sur le sujet. Tu as dit quelque chose d'important. Comme souvent, tu as fait référence aux fondateurs. Et en effet, au-delà du projet, c'est un petit peu comme les marques. Autant jadis, Chanel est connue, reconnue pour la marque qu'elle est. Et peut-être qu'à l'époque, on s'intéressait un petit peu moins à la personne. Mais aujourd'hui, en 2024 et depuis quelques années maintenant, en fait, c'est la personne qui fait la différence. C'est le porteur de projet, ce qu'on va accompagner au-delà de la marque et parfois même de l'idée. Alors bien sûr, c'est une composante importante. Dans quelle activité, quelle est la rentabilité, comment c'est structuré. Mais le porteur de projet, la personne au sens premier, c'est elle qu'on va suivre, c'est elle qui va convaincre. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc je rappelle, les levées de fonds en France, ça a quand même représenté 13 milliards d'euros, c'est énorme et c'est à 70% accompagné par des investisseurs, notamment comme le groupe de Raphaël, par exemple. Alors, j'aimerais te garder un tout petit peu plus longtemps pour rester dans la continuité de ton échange et j'aimerais que tu nous détailles un petit peu comment est préparé un business plan ou comment préparer un business plan plus attractif pour maximiser les chances de lever ses fonds. Alors, ça va peut-être te surprendre, mais nous, on ne parle même pas de business plan en startup, en tout cas sur la façon dont on le fait outre-Atlantique. Un business plan, on va presque rire au nez, ça va peut-être vous paraître étrange, mais une startup est tellement mobile, entre guillemets, peut tellement vite changer que ce qui nous intéresse encore, c'est vraiment d'autres paramètres, donc les fondateurs, évidemment la taille de marché et le produit en question, la capacité de le monétiser, de le scaler, savoir à qui on va pouvoir revendre ça, parce que c'est bien de monter une boîte, mais le but c'est l'exit, et de savoir si on va pouvoir être introduit en bourse ou acheté. Donc, les business plans aux États-Unis, ça n'intéresse que très peu parce que nous dire ce qu'on va faire dans 6 mois, 1 an ou 2 ans dans le cadre d'une startup, ça ne va pas vraiment intéresser les investisseurs. Donc il n'y en a pas. Alors, sans aller dans ces cas-là sur des grands groupes internationaux, est-ce que Mathieu, Morgane ou Christophe, vous pourrez nous partager un petit peu la manière dont il conviendrait de monter un business plan et comment le rendre le plus attractif possible pour favoriser cet accès au fonds?
Tu parles quand on va rechercher de l'argent ou quand on gère sa société? Parce que quand c'est on- pas pareil. Quand on monte un projet. Ok. Bah, pour aller voir des investisseurs et pour l'avoir fait, pour être en levée de fonds aussi, de toute façon, les investisseurs, ils savent que le BP, il va pas tenir la route. C'est fou, mais c'est la vérité. Et qu'en général, on a fait nous-mêmes en interne un business plan qui est le réel business plan. Je pense que alors j'ai oublié le prénom, mais la personne qui Raphaël. est Raphaël, comme il le dit, de toute façon, c'est d'abord l'humain. Et j'ai envie de dire, privilégie ta présentation humaine, privilégie bien évidemment ton produit, ton marché, que vraiment des chiffres. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, quand on veut. Et finalement, le point de pivot, tout a été résumé. Donc moi, par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense que vraiment, la première des qualités sur un BP, c'est la présentation de son projet et la présentation de l'homme qui dirige en fait le projet. Après, par contre, pour l'exploitation, il faut avoir quand même son BP et le suivre. Ça, c'est important. Et... Bien sûr. Mathieu, tu veux ajouter quelque chose? Alors, oui, si tu me poses la question, oui, en fait, mon expérience, elle est quand même beaucoup plus orientée vers l'immobilier et je trouve qu'à contrario, dans l'immobilier, là où peut-être on peut pas avoir business plan, comme disait Raphaël, dans l'immobilier, on est vraiment basé uniquement sur les chiffres et on a un bien qu'on va tous revendre globalement au même prix dans un marché, des travaux qui vont tous coûter la même chose. Donc, tout va jouer sur la présentation, l'analyse des chiffres, sur des présentations de chiffres qui soient prudents aussi. On voit trop de nouvelles personnes qui débarquent et qui s'enflamment à se dire on va vendre 10% plus cher que la concurrence parce qu'en fait on est plus malin. Sauf que la réalité, c'est pas du tout ça. Il faut être capable d'avoir une super présentation qui soit raisonnable et qui tienne la route pour que ça tienne dans le temps. Ok. Lorsqu'on ne fait pas appel à une levée de fonds classique, on appelle monsieur le banquier, etc. Finalement, lorsqu'on veut réaliser ces choses-là, alors crowdfunding immobilier, tu en parlais tout à l'heure Mathieu, il y a beaucoup de plateformes qui se sont démocratisées. Je ne vais pas forcément citer des noms pour ne pas privilégier plus les uns que les autres, mais il y en a beaucoup. Si on voulait faire une levée de fonds, où trouve-t-on ou où trouvez-vous les interlocuteurs? Alors, si je parle d'une levée de fonds vraiment, enfin nous c'est même pas une levée de fonds, c'est un grand mot de dire ça, on a trouvé des associés pour faire une opération de marchand de biens, mais à notre tout petit niveau, qui je pense est très opérationnel pour les gens qui nous écoutent, c'est autour de nous. En fait, les personnes seraient très surpris d'apprendre qu'il y a en France beaucoup de gens qui ont énormément d'argent, qui savent pas quoi en faire et qui seraient ravis de l'investir. Alors beaucoup d'argent, ça peut être 20 000, 200 000, 10 000 euros. Et en fait, parfois autour de nous, on a des gens qui sont prêts à investir, qui nous font confiance, qui ont envie d'aller sur des projets. Et je sais que moi au début, alors maintenant j'ai plus de monde sur Instagram, mais au début j'avais 500 personnes, j'ai mis une story en disant voilà, projet rentable, potentiel 10% par an, est-ce que quelqu'un voudrait me suivre? Et j'ai eu, alors je me marre, je dis j'ai eu une dizaine de promesses de dons pour à peu près 500 000 euros comme ça, de personnes que j'aurais pas du tout soupçonnées. Et là pour notre opération de marchand de biens qu'on a fait avec Jérôme, on a fait un dossier un peu plus structuré, on s'est approché de bons réseaux par la chance des contacts d'Instagram, et on a eu... Enfin, le portable de Jérôme, il a eu 80 appels en une matinée quand le dossier est parti, d'énormément de gens qui ont beaucoup d'argent à placer, qui étaient ravis de le placer auprès de deux inconnus, ce qui peut nous sembler complètement fou. Je veux dire, les gars, on les connaît pas, et finalement, on a trouvé des associations. Donc, c'est assez simple sur ce type de projet. Après, il y a tout le package qui va à côté, juridique, pas le mindset, mais le fait de vouloir aller dans la même direction, se rencontrer, que tout aille bien, mais Bien sûr. c'est quand même très accessible. Bon, finalement, ce que je retiens, c'est que le pitch, finalement, il est presque plus important que le business plan. Puisque c'est fondamentalement, à l'évidence, la présentation, la personne, ce qu'elle incarne, ce qu'elle développe, ce qu'elle inspire, qui va être l'élément décisionnel des personnes qui vont mettre des billes sur votre projet, plus que les mathématiques, la présentation, etc., etc. Donc l'importance du pitch, je pense qu'on peut la souligner. Combien de temps il faut pour faire une levée de fonds? Est-ce que ça se fait en 5 minutes? Alors quand on est le porteur de projet, pas quand on est l'investisseur, parce que finalement quand on est investisseur, ça va assez vite, notamment sur les plateformes. Mais par rapport à un start-upper ou par exemple à une société pour sortir un peu de l'immobilier, parce que dans notre compagnie c'est beaucoup plus que ça, on ne voudrait pas qu'on s'enferme dans l'immobilier lorsqu'on est porteur d'un projet au sens large aussi. Combien de temps pour un start-upper lui faudrait-il pour lever ses fonds? Raphaël, tu as beaucoup de contacts, que ce soit en France ou à l'extérieur, des gens qui sont dans l'immobilier, qui sont à l'extérieur de l'immobilier. Une levée de fonds, qui ne serait pas un emprunt immobilier, ça demanderait combien de temps? Alors là, il y a vraiment à boire et à manger. Ça va encore une fois, comme tu l'as très bien dit, dépendre du fondateur. Des fondateurs qui ont déjà dans le passé, on l'a eu l'exemple il y a un mois, on a investi dans une boîte, le fondateur a créé 2 boîtes et a revendu ces 2 boîtes, dont une à Google pour ce qui est devenu Google Slide par la suite et qui a généré plus d'1 milliard de chiffre d'affaires pour Google. Lui, il a recréé une 3e boîte. Là, on a investi sur celle-ci. Il a bouclé ça en un temps record.
Et à l'inverse, tu as les boîtes les moins sexy ou portées par des fondateurs un petit peu moins solides parce que moins d'expérience, qui, eux, peuvent traîner des semaines, des mois, voire ne pas réussir à boucler tout simplement une levée de fonds parce que personne ne croit au projet. Donc, ça peut aller aussi rapidement qu'une semaine à des mois. Qualité du profil et qualité du projet, bien sûr. On revient un Toujours. petit peu dans le monde des particuliers. Euh, Christophe, est-ce que tu peux un petit peu nous balayer l'ensemble des solutions possibles pour faciliter un petit peu l'accès au crédit? Et puis on basculera peut-être avec toi, Bruno, les difficultés que tu peux peut-être rencontrer avec des clients et où est-ce qu'ils butent souvent pour ne pas pouvoir financer un projet et aller jusqu'au bout de leur projet. Christophe, si tu veux bien. Ouais, je pense que pour faciliter l'accès au crédit, aujourd'hui, il faut être le partenaire de sa banque. Donc, il faut avoir des banques avec qui tu travailles, avec qui il y a un partenariat, avec qui il y a une relation commerciale. C'est ce que disait tout à l'heure Mathieu. Aujourd'hui, les banques te vendent effectivement du service, de l'assurance, de la téléphonie. Donc oui, c'est des commerciaux, mais à la base, c'est une société commerciale, la banque. Donc, ils sont là pour faire de l'argent aussi. Vous avez besoin, on a besoin en tant qu'investisseur de la banque pour nous financer, nous accompagner sur nos projets. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de partenaire bancaire, bah, vous n'allez rien faire. Donc, il faut jouer le jeu. Je pense qu'il faut comprendre les besoins de son interlocuteur que vous avez en face de vous pour savoir ce que lui a besoin et après pouvoir établir une relation gagnant-gagnant. C'est comme ça qu'on peut avancer. S'il n'y a pas cette relation, c'est difficile. Donc, il y a plusieurs solutions au travers notamment du crédit conso non affecté. Alors, ce n'est pas du crowdfunding, ce n'est pas de la levée de fonds, mais ça peut te permettre de te constituer un apport. Aujourd'hui, si la banque elle est prête à t'accompagner sur un projet à 300 000, elle ne va pas être contre te mettre une enveloppe à disposition, 10 ou 15% de ton projet de façon non affectée, c'est-à-dire que ce n'est pas affecté à des travaux, ce n'est pas affecté à l'achat d'une voiture. Donc, tu peux l'utiliser comme bon te semble et tu peux le débloquer à ta guise. Donc, c'est une solution alternative aussi qu'on peut utiliser. Après, je rejoins ce que les collègues ont dit. La levée de fonds, le crowdfunding, c'est un complément aussi par rapport au crédit, en tout cas par rapport au crédit immobilier. C'est souvent utilisé par les marchands de biens pour se constituer un apport et ça permet de lever des fonds rapidement. Après, sur le projet, la présentation, certes, il n'y a pas toujours de business plan, comme le disait Raphaël aussi, ça dépend des projets, mais moi, je ne pense pas qu'il faille minimiser les chiffres de son projet. Je pense plutôt qu'il faut partir sur des valeurs hautes, alors pas surestimer non plus, mais il faut mettre en avant vraiment les qualités de son dossier et les avantages que vous pouvez avoir, que ce soit pour de la levée de fonds, du crowdfunding ou de l'emprunt bancaire. Il faut vraiment mettre en avant les chiffres, quoi. Il faut bien habiller la mariée. Ouais. Bruno, ton quotidien avec des investisseurs? C'est un petit peu ce dont tout le monde parle depuis tout à l'heure, hein, tout simplement. Aujourd'hui, la complexité par rapport aux banques, c'est effectivement le financement. Et justement, avec le système de crowdfunding, on arrive justement à développer des fois des situations qui sont complètement bloquées. Moi, par exemple, pour ma part, je me suis retrouvé sur une situation où les banques ne me finançaient plus. Et à force de discuter justement de mes refus, de mes différents refus bancaires, à mes amis proches qui étaient aussi eux investisseurs, le premier est arrivé en disant écoute Bruno, moi ça m'intéresse ton projet, les chiffres ils sont là, moi ça me botte. Et puis un deuxième, et puis un troisième. Et en fait, c'est venu naturellement. C'est même pas moi qui suis allé le chercher. Ça s'est fait par la force des choses. Et aujourd'hui, je pense que on peut développer énormément de situations, tout simplement en fait en s'ouvrant les portes et s'ouvrant un petit peu, ouvrir les œillets pour justement aller chercher des situations qu'on n'avait peut-être pas pensé au début. Ok. J'ai perdu le fil, c'est pas grave, je vais le reprendre. On a parlé d'analyse de risque pour les banques. Et on a parlé également parfois de la crainte des travaux sur les sessions précédentes. Je pensais que tu ferais le lien avec la présentation notamment de Rand Company. Un seul interlocuteur, des travaux forcément très maîtrisés, les 10 étapes parfaitement décrites, de l'étude de marché à la décomposition de tous les lots. Ça fait probablement partie des pièces qui aident dans le cadre d'un montage de dossier bancaire parce qu'il va avoir tendance à rassurer le banquier qui fait de l'analyse de risque. Et ça fait probablement partie des choses qu'il convient de mettre dans son dossier pour maximiser les chances de conversion de son prêt. Quels sont, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu, Christophe, les critères que les banques examinent avant d'accorder des prêts pour des investissements immobiliers? Et juste après, Mathieu, peut-être dans les démarches que tu as faites, quels ont été les critères que tes associés ont particulièrement regardés pour valider également le projet? Ouais. Par toi, Christophe. De toute façon, ce n'est que de la gestion de risque que la banque. Donc effectivement, il y a une étude de risque qui est faite. Quand tu as une société comme la vôtre qui est professionnelle, qui a de l'ancienneté, la banque va être rassurée. Aujourd'hui, la banque prête par rapport à une valeur hypothécaire, donc par rapport à la valeur d'un bien. C'est pas parce qu'en fait tu achètes un bien 100 000 euros, s'il y a 200 000 euros de travaux, que tu vas te faire financer 300 000. La banque va
prêter par rapport à la valeur de ton bien. Donc si la valeur au mètre carré c'est 200 000, la banque elle ira jamais plus loin que 200 000. Donc il faut comprendre qu'il y a une valeur hypothécaire et c'est ça que la banque finance. Donc il faut regarder l'aspect global de ton projet. Plus ton projet va être monté de façon professionnelle, encore une fois, plus tu as des chances d'obtenir ton crédit. Donc comme tu disais, ce n'est que de la gestion de risque. Plus la société de travaux va être professionnelle, elle va détailler son intervention, plus tu as des chances d'obtenir ton financement. Donc il faut faire très attention à ça. Aujourd'hui, il faut avoir une vision globale sur vos projets et pouvoir bien appréhender pour pouvoir le mieux le présenter à ton banquier et avoir plus de chances d'obtenir le financement. Concernant la partie des futurs associés, en fait, ils vont regarder un peu comme le banquier. Bon, déjà, les chiffres, vraiment très précisément, mais ça reste des maths. L'immobilier, c'est finalement, enfin, si je résume très simplement, c'est des additions et des soustractions de choses relativement simples une fois qu'on maîtrise tout le process qui est derrière. Et ce que vous regardez en plus, les associés, c'est l'expérience perso qui est derrière. Nous, ils nous ont scruté de A à Z avec Jérôme pour voir exactement ce qu'on avait fait, ce qu'on pouvait proposer, aussi la valeur, comment dire ça, qui nous a recommandé. Ça, je pense que c'est important. Ils avaient une confiance dans la personne qui nous a recommandé en disant, OK, si cette personne recommande telle personne, c'est signe de confiance. Et du coup, ça les a beaucoup rassurés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vraiment demandé de voir notre expérience, nos projets, et de passer du temps avec nous en échange pour être sûr qu'ils ne s'embarquent pas avec deux touristes qui n'ont jamais fait de marchand de biens et qui en fait vont les mettre dans le mur. Parce que ça peut aussi aller très très vite. Même si on gagne très bien notre vie, on peut se planter très fort. J'aimerais juste, William, rebondir sur ce que dit Mathieu. La recommandation, en fait, trop souvent, on ne pense pas à la recommandation. On pense juste à jouer le jeu d'un point de vue commercial auprès de la banque. Mais la recommandation, c'est quelque chose qui marche très bien. De même que les notes Google que vous pouvez mettre aujourd'hui. Encore une fois, la banque, c'est une société commerciale. Donc, si vous avez une bonne relation avec votre banquier, n'hésitez pas à mettre une bonne note, un bon avis Google. Recommander des gens qui vous ressemblent. Et ça aide et ça facilite aussi l'obtention de vos crédits. Moi, je vais rebondir, excuse-moi, Moi, je vais rebondir, effectivement, c'est aussi ça qu'on apporte chez Dorian Company. C'est exactement ce que vous dites tous les deux. C'est justement une confiance, un savoir-faire. Et par rapport, comme tu dis, à une étude de marché, avec justement pas trop dévaloriser le projet, le prix au mètre carré ou quoi que ce soit, mais justement le mettre en avant. Et c'est vraiment ça la force qu'on va avoir chez Dorian Company. C'est vraiment une étude globale pour justement des personnes qui vont des fois sous-estimer, surestimer. Nous, on va être vraiment justement dans l'étude nette et précis et mettre justement en valeur tout ce partenariat et ce savoir-faire pour justement les clients. Et ça rejoint exactement ce que vous êtes en train de dire. Et si je complète aussi ce qu'a dit Christophe, le banquier, c'est un vrai partenaire. Et en fait, au début, surtout quand on commence, on a l'impression que la banque, c'est une espèce de mur où on va remplir des formulaires, c'est très impersonnel. Et quand il y a un refus ou enfin, je sais pas, on a du mal à construire une relation. Et typiquement, hier, avec Roxane, on a passé 2 heures avec notre banquière pour un rendez-vous qui devait durer une demi-heure. Et on construit une relation. Et je pense que le moment où on a le bon banquier, il faut être hyper transparent avec lui ou avec elle, là, le cas échéant. Moi, je lui ai déjà annoncé des mauvaises nouvelles sur des bêtises que j'avais fait. Bon, pas génial, mais je pense que cette transparence, elle sert vraiment à long terme. Là, elle nous débloque un prêt à 55% de taux d'endettement, elle nous en remet pour 200 000 €, donc c'est plutôt pas mal. Elle nous confirme, nous suit sur des futurs investissements parce qu'elle a compris qui on était et il y a cette relation de long terme qui se met en place. Et la banque ne devient pas juste un financeur, ça va devenir un vrai partenaire à terme. Mais ça se construit en étant très honnête et en faisant tout ce que Christophe nous a recommandé de faire avant. Tu me donneras les coordonnées de ton partenaire. Avec plaisir, elle propose une commission pour la recommandation. Tout est là. Avec plaisir. C'est un investissement pour moi. Ça ne sera pas perçu comme une dépense. Ce que je retiens finalement, c'est que c'est l'homme avec un grand H, c'est que c'est le côté humain qui domine et ça, c'est chouette. C'est la valeur première d'une boîte quand même, indépendamment de la ligne investissement, du résultat net, de l'EBE, de n'importe quel critère. Finalement, ce que je retiens, c'est que et je suis content de l'entendre, c'est que c'est l'homme avec un grand H qui ressort. C'est la qualité du pitch, Raphaël nous a dit, c'est les porteurs de projets, les cofondateurs qui vont être intéressés. C'est le côté rassurant des profils investisseurs qui vont être l'élément déclencheur. Et donc finalement, c'est l'homme avec un grand H qui crée son opportunité et qui va devenir l'élément déclencheur du projet. C'est pas que les mathématiques, c'est rien de matériel ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'homme. Bref, c'est une excellente chose et heureusement qu'on en est encore là. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur le sujet de crowdfunding ou de levée de fonds ? Un conseil, un tips, une garde, quelque chose où les auditeurs pourraient repartir avec ça et se dire « ça je ne savais pas » ou « tiens, c'est une excellente information et je vais capitaliser là-dessus ». Il n'y a pas de recette miracle, je pense que ce n'est qu'une question d'humain, comme tu l'as dit. Et je pense qu'il faut avoir une vision entrepreneuriale de ces projets
et pas être comme les particuliers qui regardent à la dépense. Il faut regarder ce que ça peut te rapporter plutôt que ce que ça va te coûter. Il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui regardent à chaque fois ce que ça leur coûte, mais comme tu le disais, c'est un investissement. Si tu n'investis pas, bah, tu n'auras pas de résultat. Donc aujourd'hui, ayez une vision entrepreneuriale de votre projet. Regardez pas le crowdfunding, oui, c'est un coût, mais si ça te coûte 10, 15, 20% et que ça te permet d'en gagner 30 ou 40, bah, faut y aller. Il faut juste voir ce que tu gagnes et pas que ce que ça te coûte. En tant qu'investisseur, Raphaël, pour t'adresser à des porteurs de projets, des gens qui se présenteraient non pas avec le souhait de lever des, enfin, avec le souhait de vouloir placer son argent, mais quelqu'un qui se présenterait pour lever des fonds, quels seraient les conseils pour ces porteurs de projets? Alors, nous, on investit exclusivement dans des startups qui sortent d'un incubateur. Donc, comme ce qui vient d'être dit à l'instant, il ne faut pas hésiter à essayer de rejoindre les meilleurs, puisque nous, l'incubateur dans lequel on investit, c'est le Y Combinator, qui est considéré comme le meilleur au monde. Nous sont sortis des boîtes comme Stripe, Airbnb, Twitch et compagnie. Et cet incubateur prend 7% de ta boîte pour $500 000. Donc, ça peut paraître beaucoup pour beaucoup de fondateurs qui, justement, uniquement pour cette raison, ne veulent pas rejoindre un incubateur. Mais à la fin, on se rend compte que toutes les boîtes qui passent par le Y Combinator surperforment et génèrent beaucoup plus de performance, largement plus, 3 fois plus que le marché en moyenne des startups qui ne sont pas passées par cet incubateur. Donc, c'est un écart énorme. Et donc, je pense que si tu peux avoir un seul conseil, c'est vraiment de s'entourer des meilleurs, même si ça coûte. Généralement, à la fin, on le récupère largement. Encore du côté humain, savoir s'entourer finalement. Hein, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent là, finalement pour réussir sa levée de fonds, aller se mettre au bon endroit, entourer des bonnes personnes pour poser les bonnes actions et aller chercher ses fonds, tout simplement. Super. Finalement, pour conclure, on voit que le crowdfunding immobilier et la levée de fonds traditionnelle, ce sont quand même 2 méthodes super efficaces aujourd'hui quand même pour financer ses projets et rentrer ou rester dans sa logique de croissance. Et ce que je retiens également, c'est que le côté humain, heureusement, reste l'élément déterminant dans son projet. Et on va pouvoir conclure là-dessus et passer à la session suivante. Je vous remercie. Merci Raphaël, merci Christophe, merci Morgane, merci Mathieu, merci Bruno. À tout à l'heure.